Pardon, mesdames, messieurs, bonjour. Je vais vous parler du FLN à l'été 62. J'essaierai d'expliquer pourquoi et comment le Front de Libération Nationale a implosé à l'indépendance du pays. Pour les besoins de cette communication, j'ai consulté les archives du Chat à Vincennes, ainsi que le fonds GPRA et CNR à Alger, et j'ai eu recours aussi aux archives orales, principalement les témoignages des chefs des wilayas encore en vie. Je peux citer le colonel Tahar Zbiri de la wilaya 1, Salah Boubnida qui nous a quittés, de la wilaya 2, Youssef Khatib et d'autres acteurs importants de cette période. La crise de l'été 62 est l'aboutissement logique des différents conflits qu'a connu le FLN depuis sa fondation. Chronologiquement, cette crise couvre la période du 7 juin 62. Le 7 juin 62, c'est une date importante dans l'histoire du FLN, car elle marque la fin des travaux du CNRA de Tripoli. Jusqu'au 5 septembre 62, donc là on est après l'indépendance. Donc 2 mois après l'indépendance, c'est la date de la fin des affrontements armés entre les forces de l'armée des frontières qui étaient stationnées en Tunisie et au Maroc. Ces forces sont appuyées par les wilayas 1, 5. La wilaya 1, c'est les Aurès, les Memcha. La wilaya 5, c'est l'Oranie. La wilaya 6, c'est le Sahara. Et un groupe dissident de la wilaya 2, c'est le nord constantinois. Et d'autre part, les maquisards de la wilaya 4, l'Algérois, soutenus par ceux de la wilaya 3. Avant d'aborder cette période, je pense qu'il faut revenir sur les nombreuses crises par lesquelles est passé le Front de Libération Nationale et parler des dissensions qui couvaient en son sein et qui l'ont empêché de construire un véritable parti homogène capable de transcender ses rivalités à l'indépendance et de lui éviter bien sûr l'implosion. D'un autre côté, ces crises à répétition, puisqu'il y en a eu beaucoup, mettent en exergue la complexité des rapports de force au sein du FLN ainsi au sein de l'ALN. Donc cette communication va s'articuler en 3 parties. La première partie, le dysfonctionnement des structures politiques du FLN. Deuxième partie, l'opposition au GPRA, donc le gouvernement provisoire de la République algérienne, l'opposition par l'EMG, l'état-major général, c'est-à-dire l'armée des frontières. Et en dernière partie, le rôle décisif d'Ahmed Belbella à son retour à sa libération de prison au mois de mars 62. Première partie, je vais parler de la naissance du FLN, car le FLN est né dans des conditions assez particulières. Il est né de la crise qui a provoqué la fin du PPA-MTLD. Ces conditions ont déterminé l'évolution du FLN tout au long de la guerre de libération. Une des conséquences de cette situation, c'est que le clivage qui a existé pendant cette période, je parle clivage centraliste, c'est-à-dire les membres du comité central du PPA-MTLD et les activistes, ceux qui ont déclenché la guerre, va persister et on le retrouvera en 62. D'un autre côté, ces conditions particulières n'ont pas permis au FLN de s'organiser la première année, ce qui fait que de 54 à l'automne 55, il n'y avait pas de commandement unifié. Chaque zone, les 5 zones étaient dirigées d'une façon autonome. L'avènement de Abban en 55 et à partir de l'automne 55, va permettre au Front de se transformer en une organisation jacobine dotée d'institutions politiques et militaires qui n'existaient pas auparavant. Je parle de l'exécutif, un parlement, des principes doctrinaux, la primauté du politique, du militaire, la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Toutefois, sa gestion autoritaire et son audace aussi vont faire échouer son projet de rénover le FLN.
en marginalisant les dirigeants historiques du Caire. Je pense surtout à Ben Bella et à Boudiaf. Abban avait sous-estimé l'importance du pacte moral qui a été scellé par les 9 dirigeants du FLN au 1er novembre 1954. L'échec de son expérience fait perdre au FLN une occasion unique de consolider ses assises politiques. Les principes de la SOUMAM sont ainsi remis en cause en 1957 par le CNRA. C'est aussi la mort politique de Abban Ramdan. Dès lors, le FLN est dirigé par les 3 colonels les plus influents de l'Aïlan, Belqasem, Bossof et Bentobel. Et dorénavant, c'est le militaire qui prime sur le politique. Ce triumvirat puis sa légitimité des wilayas et aussi du clientélisme. Dépourvu de projet politique, il fait de l'indépendance le ferment idéologique de son combat. D'août 57 jusqu'à décembre 59, c'est-à-dire plus de 2 années, le CNRA n'est pas convoqué. Il n'y a pas de parlement. C'est C3B qui assoit un véritable contrôle sur le FLN. En 59-60, le CNRA est convoqué et c'est un CNRA important. Et je pense qu'il est unique, ce CNRA, car par le nombre déjà des participants, mais aussi par les débats, par la qualité des débats. C'était vraiment un CNRA démocratique et qui a permis au FLN d'avancer dans le... Par exemple, c'est pendant ce CNRA que les statuts du FLN sont institués, aussi beaucoup de textes, mais aussi ce CNRA est le début et c'est le reflux des 3B. Donc à partir de 60, la mainmise de Belqasem, Karim Belqasem, Bossof et Bentobel commence à péricliter pour plusieurs raisons. Et cette situation va créer les conditions objectives à l'avènement d'autres forces qui, elles aussi, aspiraient à accéder au pouvoir ou du moins à le partager. Et il convient de dire que ce CNRA n'a pas été coopté ou désigné par les politiques, mais par une réunion par 10 colonels, les 10 colonels les plus importants du FLN, qui s'étaient réunis en 59. Donc c'est eux qui ont coopté, qui ont désigné ce CNRA. Mais ce qui n'a pas empêché que ce CNRA s'affranchit de ses mentors. Au cours de ce CNRA, il se passe quelque chose d'important, c'est la création de l'état-major général, dont Boumedienne, le colonel Boumedienne, est à sa tête, avec comme adjoint Qaïd Ahmed, Ali Menjli et le commandant Azdin. Et cet état-major, sur le papier, a des prérogatives assez importantes. Mais dans la réalité, la séparation des pouvoirs se heurte au refus du 3B qui ne reconnaissent pas à l'état-major une autorité sur les wilayas. Les wilayas reste toujours on peut dire une chasse gardée, mais pas comme avant. Là, en deuxième partie, je vais parler de l'opposition, de cette nouvelle opposition au gouvernement de la part de ce nouveau corps qui est l'état-major général. L'état-major général, c'est Boumedienne, bien sûr, qui est bien, et Ben Menjli et Qaïd Ahmed, qui est bien secondé par les officiers de l'armée française. Et ils vont réorganiser l'armée en frontière. Par contre, j'ai oublié de dire une chose, qu'au cours de ce CNRA, il y a eu la création de l'état-major général et aussi d'un comité interministériel de guerre qui chapeaute l'état-major. Donc l'état-major, donc l'armée avait deux commandements, un commandement supérieur qui est le comité interministériel de guerre constitué des 3B toujours, qu'on retrouve dans ce comité, et il chapeaute l'état-major.
Mais un an après, ce comité interministériel de guerre ne donne pas satisfaction. Il s'est éloigné un petit peu de sa base et malgré les conseils pour qu'il aille sur les frontières, pour qu'il soit un vrai commandement militaire, il est resté à Tunis, donc il s'est éloigné de sa base. Au mois de juin 61, il se passe un incident, c'est l'affaire du pilote français qui a été abattu par l'armée des frontières en Tunisie, ce qui provoque, la Tunisie réclame ce pilote, l'état-major ne veut pas le donner. Le GPRA oblige l'état-major à restituer ce pilote, le lieutenant Gaillard. Cette situation provoque la démission de l'état-major le 15 juillet 61. Là, on peut aussi se poser la question comment un état-major démissionne en pleine guerre. Et un mois après, ou quelques jours après, il y a le CNRA qui est organisé à Tripoli entre le 9 et 27 août 61. Et là, il se passe aussi un retournement de situation. Le président du GPRA, Farhat Abbas, est déchargé de ses fonctions et on désigne Ben Youssef Ben Khadda comme nouveau président du GPRA. Et là, ce GPRA, c'est plutôt le résultat d'un compromis parce que Ben Youssef Ben Khadda c'est un GPRA, c'est un président qui n'a pas une grande autorité malgré sa tentative d'asseoir ce gouvernement, c'est-à-dire de lui donner les moyens. Il n'est soutenu ni par les ministres importants du GPRA, je pense à Belkacem Krim et à Boussouf et à Bentoubel, ni par l'armée, ni par les wilayas. Ben Khadda, en nouveau président, essaie là, on rentre dans la recherche des alliances, parce que les négociations avancent et on pense que l'indépendance n'est pas très loin. Donc là, on commence à penser aux alliances pour l'avenir. Donc Ben Khadda essaie de relancer son alliance avec Boumedienne, cette alliance qui a été faite au niveau de CCNRA. Ça ne marche pas pour plusieurs raisons. D'un autre côté aussi, Krim tente de rallier Boumedienne, il lui offre même le grade de général. Ça ne marche pas. Donc la sollicitation dont fit l'objet l'état-major par Ben Khadda, président du GPRA, et par Krim, qui est un homme qui est un des ministres les plus importants du GPRA, est révélatrice du profond mal qui ronge le FLN. On a un GPRA qui a plusieurs têtes, un état-major général démissionnaire, parce qu'il a démissionné 2 mois après, mais paradoxalement, c'est une force en pleine ascension, et les 3B qui vivent une sorte de fin de règne. Ben Khadda, après l'échec de son alliance avec Boumedienne, il se tourne vers les wilayas de l'intérieur, mais à cette époque, les wilayas de l'intérieur étaient dans une situation peu enviable. Et il tente quelque chose d'audacieux et il nomme un autre chef d'état-major, c'est le commandant Moussa. L'expérience du commandant Moussa, sera aussi un échec pour plusieurs raisons. L'état-major, au 1er novembre 61, il s'affranchit officiellement de la tutelle du GPRA et il se tourne vers les leaders du FLN qui sont emprisonnés en France. Boumedienne envoie Bouteflika pour sonder l'historique emprisonné. Il propose une alliance à Boudiaf qui est refusée avec fermeté par ce dernier. Donc c'est Mbella qui accepte ce deal. Là aussi, on peut se poser la question pourquoi
Boumedienne se tourne vers Boudiaf avant d'aller vers Ben Bella. Donc à partir de cette date, les rapports de force au sein du FLN évoluent au profit de l'alliance Ben Bella, état-major. Ben Bella qui, après mars, est vraiment quelqu'un qui a une grande notoriété. On ne va pas parler sur les raisons de ce prestige. C'est un véritable prestige. La presse en parle de mars jusqu'à septembre. Il n'y a que pour Ben Bella. Il est surmédiatisé. Et il en joue. Donc, il convoque rapidement un CNRA contre l'avis des autres dirigeants du GPRA qui, eux, voulaient qu'un grand congrès soit organisé après l'indépendance avec tous les cadres du FLN, de la société civile, de l'UGTA. Mais Ben Bella voulait, avant l'indépendance, comme il le dit dans une lettre qu'il envoie à Fethi Dib au mois de février, c'est-à-dire avant sa sortie de prison, dans cette lettre, il dit clairement qu'il faut que le FLN se renouvelle, il faut que les dirigeants actuellement du GPRA soient remplacés. Donc il y a ce CNRA qu'on appelle abusivement congrès de Tripolis. Ce n'est pas du tout un congrès, c'est une session du CNRA qui se passe très, très mal. Et depuis ce jour-là, donc le FLN est dans une situation assez difficile parce qu'il y a plusieurs pouvoirs avant l'indépendance. Là, comme il me reste quelques minutes, je vais aller un peu plus vite. À l'indépendance, le GPRA, donc le 30 juin, le GPRA limoge l'état-major, donc il limoge Boumedienne, Menjili et Païd à la veille du référendum pour montrer que la crise elle est profonde. Dans la nuit du 30 au 1er, il limoge le chef d'état-major, alors que le premier c'est le référendum. Le 22 juin, Ben Bella et ses partisans, comme Farhat Abbas et les wilayas qui l'ont soutenu, pas toutes. Donc il impose le bureau politique, c'est-à-dire il impose son autorité. Le 25 juillet, il y a ce qu'on appelle le coup de Constantine, où l'armée des frontières... Donc là, l'Algérie est indépendante. Ces événements se passent après l'indépendance. Le 25 juillet, c'est le coup de Constantine. L'armée des frontières investit la capitale de l'Est. Le 2 août, il y a un accord entre ce qu'on appelle le groupe de Tlemcen et le groupe de Tizi Ouzou. Le groupe de Tizi Ouzou, c'est Karim Belkacem et Boudiaf. Cet accord n'est pas respecté. Et là, il y a une wilaya qui surgit, c'est la wilaya 4, une wilaya de l'intérieur. Toutes les wilayas sont de l'intérieur, bien sûr. Donc la wilaya 4. Et là, il se passe quelque chose de tragique. Le 2, 3 et 4 septembre, il y a des affrontements en Algérie entre l'armée des frontières et ces wilayas que j'ai cités tout à l'heure contre la wilaya 4. Et ces affrontements sanglants font 1 million de morts. Ce chiffre, c'est le seul chiffre, je parle sous le contrôle de M. Meignier, qu'on a. Ce chiffre est donné par l'APS, donc l'agence officielle algérienne, le 2 janvier 63. 1000 morts, c'est beaucoup parce que ces combats ont duré, sur les 3 jours, ont duré peut-être 20 heures. C'est-à-dire, en 20 heures, il y a eu 1000 morts. Et c'est pour ça qu'il y a eu un cessez-le-feu, parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et je termine, en conclusion, je peux dire que cette crise a hypothéqué durablement les chances de voir l'Algérie disposer d'institutions politiques solides et démocratiques. À titre d'exemple, entre 65 et 76, il n'y avait pas de parlement, la constitution était gelée et je pense que jusqu'à aujourd'hui, en Algérie, le pouvoir en Algérie a des difficultés à imaginer une sortie de crise et sortir des blocages qui pèsent sur l'Algérie depuis l'indépendance. Je vous remercie.
C'est bien?